Bienvenue à Compte complet, notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball. Alain Useron en compagnie de Mark Griffin. On est au cœur de la saison. C'est pas l'actualité qui manque. On s'est attardé sur quelques sujets de façon particulière. On va commencer par les Yankees de New York et Edwin Encarnacion. C'est la première équipe vraiment qui a bougé. Première équipe impliquée pour une place dans les séries, nonobstant évidemment les embauches de Keuchel et de Kimbrel qui étaient prévues. On va s'interroger sur l'avenir de Clint Frazier. C'est lui qui a été retourné dans les ligues mineures. A-t-il joué son dernier match avec les Yankees? La question se pose. Les Phillies, on en a parlé la semaine dernière, mais là, ils ont perdu 2 matchs sur 3 contre les Braves et se sont fait rosser dimanche. Est-ce que c'est un message qui est fort de la part des Braves? J'en ai bien l'impression. On va parler de la situation de Noah Syndergaard avec les Mets de New York. Est-ce qu'il est sur le marché? Si oui, quelle est sa valeur? Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'attendre? Bref, on va regarder un petit peu de ce côté-là. Les Angels, on n'en parle pas beaucoup. Ils sont pas si loin que ça d'une place dans les séries et ils comptent sur le retour de Justin Upton. Quel impact aura-t-il avec les Angels? Et Marc, on va parler de stratégie. Ça fait un petit bout de temps là, que je veux t'entendre sur certains trucs là, au cours de nos reportages en fin de match. Je vois qu'il y a des choses qui te chatouillent, fait que j'aimerais ça qu'on élabore là-dessus. Bon, Edwin Encarnacion, les Mariners avaient mis carte sur table. On va faire le ménage. On pensait que c'était au mois de décembre. Ben non, ils avaient embauché quelques joueurs, dont Jay Bruce, qui est déjà parti. Exact. Bon, et là, Encarnacion s'en va avec les Yankees de New York. Ça n'a pas coûté trop cher aux Yankees. En plus, les Mariners ont envoyé un bon montant d'argent aux Yankees. C'est lui qui mène la Ligue américaine pour le nombre de coups de circuit. Juste dire ça, comme si les Yankees en avaient besoin. Ouais. Cette semaine, Stanton revient. J'ai l'impression qu'il y a quelques joueurs là, dont le temps est compté. Kendrys Morales est sur la liste des joueurs blessés, mais à son retour, c'est peut-être son orgueil qui va être blessé. Oui, Morales. En fait, le temps de jeu de quelques joueurs, on va y copier, c'est clair, parce que là, j'écoutais Aaron Boone. Là, écoute, il est emballé. Tu comprendras qu'on ajoute de la puissance comme ça dans la formation. Tu as parlé de Stanton qui revient et qui va revenir au jeu en début de semaine. Écoute, tu regardes, Alain, depuis 7-8 ans, c'est probablement parmi les 3 meilleurs frappeurs de puissance de tout le baseball. C'est aussi simple que ça. Et il continue. C'est pas qu'il a tellement ralenti. Là. Tu viens de mentionner qu'il est le meneur présentement dans la Ligue américaine. Alors, écoute, je suis un peu surpris, compte tenu du fait que Stanton revient, Judge va finalement revenir. Donc, on avait déjà cette puissance à l'intérieur de l'équipe. Sanchez qui est déjà là. Bon. De toute évidence, le fait qu'il ne coûte pas cher, je pense, a pesé très lourd dans la balance pour la décision. Écoute, les Yankees ont une meilleure équipe, Alain. Ils ont une meilleure équipe et je comprends que Clint Frazier peut être frustré de la situation, mais ça vous donne un rôle offensif, ma foi, que c'est extrêmement puissant. Donc, est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on se retrouve avec des... Écoute, il y a probablement 4-5 frappeurs là, au style identique. Donc, c'est la longue balle ou pas grand-chose d'autre. Et quand je dis pas grand-chose d'autre, tu sais, je regarde un Sanchez, il frappe pas un circuit, il se retrouve sur les buts. Bon, c'est pas le plus rapide. Judge est un peu plus athlétique. Mais Stanton, en revenant de sa blessure, peut-être que... Tu comprends? Alors, c'est des gars qui ont des styles très similaires. 4 joueurs pareils, là. Est-ce qu'on aurait pu aller chercher du renfort ailleurs qu'au niveau de la puissance? Mais c'est pas fini du côté des Yankees. Et peut-être que Clint Frazier faut faire partie éventuellement de quelque chose à ce niveau-là. Moi, écoute, Marc, cette transaction-là a confirmé ce que je soupçonnais. Je t'en avais parlé hors caméra, hors d'onde. Clint Frazier, j'avais l'impression qu'il était sur le marché pour un lanceur partant. C'est pas qu'on fait du mauvais boulot chez les lanceurs partants, mais Paxton, on sait jamais quand il va se retrouver sur la liste des joueurs blessés. Happ n'a pas un très bon rendement. On sait que Sabathia va lancer au maximum 6 manches. German est sur la liste des joueurs blessés. Severino, c'est un cas incertain. Quand il va... Bon, pas avant la mi-juillet. Et dans quel état? Bref, je pense on voudrait un partant de premier plan. Le meilleur mariage, je pense, ce serait avec les Indiens de Cleveland. Et encore là, les Indiens, est-ce qu'ils sont vendeurs? On ne le sait pas encore. Non, c'est ça. C'est peut-être un peu trop tôt. Là. Mais je pense que Frazier ne finira pas l'année avec les Yankees de New York. Non, mais il devrait pas. Non, il devrait pas normalement. Parce que là, tu parles d'un gars qui a quoi? 11-12 coups de circuit. Qui allait... Très bon rendement. Très bon rendement à l'attaque. C'est un Josh Donaldson en plus jeune, si tu veux mon avis. Défensivement, c'est un petit peu plus difficile au champ extérieur. On ne se le cachera pas. Moi, ce que je trouve plate dans tout ça, oui, il n'a pas d'affaire au niveau 3A. Est-ce qu'il perd un peu de valeur en étant retourné au niveau 3, Alain? Je pense pas, moi. Non? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Je comprends qu'il n'y a pas de place, mais... On veut qu'il joue. Mais moi, j'appelle, là, puis je dis, écoute, je suis intéressé avec Clint Frazier. Ouais, OK, mais il ne joue même pas dans ton équipe.
Oui, et moi, je te réponds, ben écoute, c'est un des gars les plus productifs quand il y a des gars sur des... Bref, non, mais il faut qu'il joue. Tu comprends, mais s'il montre ça, pourquoi il n'est pas dans ton équipe? Oui. Non, tu comprends? Non, il y a un argument, alors, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on perd un peu de valeur en le retournant? Puis là, parce que de toute évidence, il semble être dans les plans là, pour éventuellement aller chercher du renfort. C'est lui qui a le plus de valeur présentement. Là. Oui. Parce que tu veux aller chercher un gars qui a déjà joué dans le baseball majeur, qui a déjà connu un peu de succès. Et donc, pour moi, ça a une très grande valeur, ce qu'il peut offrir à une autre équipe. Mais bon, est-ce que le fait de le retourner au niveau 3 et éventuellement peut-être de l'échanger à ce niveau-là? Écoute, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a demain matin, il y en a un autre qui se blesse puis que Frazier revient. Mais toujours est-il qu'Encarnacion fait en sorte que les Yankees ont une meilleure équipe. On n'a pas le choix de le dire. Et ils vont en avoir une meilleure quand ils vont acquérir leur lanceur partant. Je ne sais pas qui pourrait être visé. Tout dépend. Moi, je pense que les Indiens de Cleveland, ce serait une bonne option pour les Yankees de New York, mais dépendant de ce que Cleveland veut faire. Est-ce que tu veux échanger un Clevenger? Est-ce que tu veux échanger un... est-ce que tu veux échanger un... Parce que là, un Bauer? Ben c'est ça, Trevor Bauer. En tout cas, je ne sais pas que la personnalité de Bauer et les Yankees, si c'était... Et ça serait explosif. Ben, ouais, voilà. Je pense qu'il serait à sa place. Bauer ne détesterait pas être à New York. Je pense que ce serait un bon mariage. Mais est-ce que tu ferais l'échange Bauer contre Clint Frazier? Et si j'étais Cleveland, j'y penserais sérieusement. Okay. Dépendant des plans des Indiens, comme de raison. Mais Trevor Bauer risque de coûter très, très cher parce que là, ça fait 2 bonnes saisons en... Bien, moi, je pense que ça vaut plus que Clint Frazier. Là, c'est ça, Clint Frazier est autre chose, peut-être, probablement, parce que c'est les lanceurs partants de grande qualité, Alain, comme lui, coûte cher. C'en est un bon, celui-là. Ouais. Marc, dans l'Est maintenant de la nationale, il y a un petit écart qui s'est dessiné entre les Braves d'Atlanta et les Phillies, et c'est au profit des Braves. Ils ont amorcé le week-end avec une avance d'1 match et demi sur les Phillies. Série de 3 matchs. Les Phillies devaient remporter, selon moi, cette série-là. Ils en ont perdu 2, dont le match de dimanche où ils se sont fait lessiver. 15 points des Braves d'Atlanta, 15-1, la marque finale. Ce qu'on voit comme classement, Atlanta premier, Philadelphie deuxième, je pense que c'est comme ça que ça va finir. Ça va finir comme ça. Convaincu, moi, que les Braves vont poursuivre sur le lancer. Donc, évidemment, Keuchel qui va éventuellement se retrouver dans la rotation en plus. Donaldson va de mieux en mieux. Freddie Freeman continue. Tu sais, il y a un paquet d'aspects qui fait que ça va très bien. Du côté des Phillies, Alain, si tu grattes un petit peu, là, tu regardes au niveau des points marqués, on est 8e dans la Ligue. On a glissé, là. On est 8e. Et si on va avec une statistique que j'aime beaucoup regarder, qui est le MPP, le fameux OPS, on tombe 9e dans la Ligue. Et là, si tu regardes au niveau des lanceurs, la moyenne de points mérités, on est 8e. Mais si tu regardes la moyenne de coureurs par manche, on est 13e. Alors là, tu peux pas penser gagner le titre de ta division avec de telles statistiques, de tels rendements de part et d'autre, là, autant au niveau de l'attaque qu'au monticule. On est même chanceux, honnêtement, parce qu'on a un différentiel de plus 6 avec le rendement actuel. Donc, c'est à peu près l'équivalent des Nationals de Washington. Exact. Alors, il faut trouver chez les Phillies, il va falloir que ça débloque quelque part. Il va falloir que soit l'attaque prenne en charge la situation, parce que là, on se retrouve avec... On marque pas tant de points, puis on en accorde quand même pas mal. Là. Alors, c'est pas une situation là, qui semble être... On peut pas dire... Là, souvent, il y a des équipes qui ont un rendement correct, mais on les sent venir, on les sent... On peut pas dire ça du côté des Phillies actuellement. Là. Est-ce que la perte de McCutchen fait si mal? Parce que je me rappelle, en début de saison, Marc, on regardait cet alignement-là, il n'y avait pas de trou. Michael Franco frappait 8e et recevait plus de buts sur balle qu'habituellement, tout en continuant de frapper des coups de circuit. Il n'y a pas de faiblesse dans cette équipe-là. Ouais. Aaron Nola n'avait pas commencé à bien lancer encore. Et là, tu regardes, ça a complètement changé. McCutchen n'étant plus là. Harper devrait être celui qui transporte cette équipe-là. En tout cas, c'est la responsabilité qui lui incombe en raison de son contrat. On dira ce qu'on voudra, on ne transformera pas le joueur. Mais son passé, le contrat qu'il a fait en sorte que c'est le joueur autour duquel on devrait se réunir. Absolument. Et pourtant, Rhys Hoskins connaît une très bonne saison. Lui qui, entre guillemets, protège un peu Bryce Harper. Ouais. Donc, c'est difficile. Probablement, écoute, il y a un peu de tout, là. Je regarde... Tu sais, est-ce que tu as mentionné McCutchen? Tout à fait. Je pense qu'on ne faut jamais négliger l'importance d'un premier frappeur du rôle qui met la table et il faisait un travail remarquable à se rendre sur les sentiers.
Je regarde au niveau des lanceurs partants. De constance, là. Pas de constance, là. Évidemment, là, Pivetta est revenu, puis ça semble aller mieux, tant mieux, mais est-ce que ça va. Tu sais, est où la constance à ce niveau-là? Puis le nombre de releveurs blessés, je veux dire, c'est. Alors, il y a des défis. Bon, ceci étant dit, ils ont quand même, 5 matchs au-dessus de la barre de 500. Il y a quelque chose. On est à 2 matchs et demi des Braves, donc. Je pense qu'il faut être en mode solution en ce moment du côté des Phillies. Il ne faut pas chercher à blâmer qui que ce soit. Soyez en mode solution, trouvez des manières de, mais il faut gagner des matchs. Il faut gagner des séries contre des équipes de notre propre division présentement, chose qu'on ne fait pas très bien. Oui. Toujours dans l'Est, les Mets de New York sont 3 matchs en bas de 500, ne sont pas sortis de la course. Là aussi, bon, en fin de semaine, Robinson Cano est revenu pour combien de temps? Dieu seul le sait et encore. Syndergaard placé sur la liste des joueurs blessés. C'est pas une blessure à une épaule, c'est pas une blessure au coude, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, même si on ne sait jamais avec une jambe combien de temps le joueur va être absent. Bon, c'est très mystérieux ce qui se passe avec les Mets de New York. Là, prochainement, d'ici le match des étoiles, on va jouer beaucoup de matchs contre les équipes de notre propre section. Certains prétendent que c'est là que ça va se décider. Mais il n'y a rien qui indique que les Mets vont mieux jouer au cours de cette séquence-là et vont faire mieux qu'une fiche de 500. Tu ne fais pas mieux dire, Alain, quand tu as dit c'est mystérieux ce qui se passe avec les Mets. C'est toujours ça. Les Mets, ce sont les Mets. Depuis qu'ils ont atteint la Série mondiale. C'est compliqué. C'est toujours compliqué. Écoute, on a de belles surprises. On a qu'à penser à Alonso, on a un paquet de choses. McNeil. Exact. McNeil va très bien. Bon, la blessure à Syndergaard, oui, elle fait mal. On est bâti autour de nos lanceurs partants. Et c'est évident que si les lanceurs partants ne peuvent pas... peuvent pas lancer, là, dans le cas de Syndergaard qui va se placer sur la liste des blessés, ou n'ont pas le rendement souhaité. Parce qu'évidemment, même DeGrom n'a pas suivi sa saison de l'an dernier. Ça aurait été dur de le faire, mais ça reste que... Bon, il n'est pas aussi dominant qu'il l'était. Bien, à ce moment-là, ça fait en sorte que les Mets ne sont pas nécessairement là, favoris là, pour remporter le titre de cette division, tant si longtemps qu'on n'aura pas l'assurance que ces lanceurs-là vont faire le travail de façon constante. Mais dans le cas de Syndergaard et des Mets, compte tenu que Syndergaard n'en fait pas si bien que ça cette saison, il a eu de très bons matchs, il a encore son étoffe. Tu regardes le nombre de retraits sur des prises, il a encore son étoffe, mais n'a pas le même rendement. Pendant le camp d'entraînement, il est allé de commentaires vis-à-vis de la direction de l'équipe. Peut-être qu'il a voulu ravaler ses paroles à un moment donné, surtout dans le cas de DeGrom, quand il disait qu'il est temps que les Mets le mettent sur contrat à long terme. Je pense que ça s'est fait le lendemain ou 2 jours après. Ça n'a rien à voir avec Syndergaard, c'est sûr. Mais si les Mets l'ont mis sur le marché, moi, je me demande, Marc, on est tout aussi bien d'attendre l'année prochaine, avec le rendement qu'il a sur la liste des joueurs blessés. Bon, attends l'année prochaine pour l'échanger. Oui. Si tu veux vraiment l'échanger, parce qu'il y a une grande valeur, absolument, tu n'échanges pas un gars qui est sur la liste des blessés, même si la blessure n'est, comme tu as dit, pas à l'épaule ou au coude. Non, absolument. Mais à moins qu'on vous offre la lune déjà, à moins que vous ayez déjà mis en place une situation qui fait que, bon, nous, on veut tel joueur, puis une organisation arrive et dit, écoute, on t'offre tout ça. Mais je ne pense pas, dans le contexte actuel, que c'est le cas. Mais il reste un lanceur de premier plan, Syndergaard, avec l'étoffe qu'il a. Écoute, souvent, Alain, tu sors un gars de New York, il arrive ailleurs, oups, soudainement, bon, fait le travail ailleurs, je sais pas, c'est le contexte. Est-ce que si on le met dans un autre climat, dans un environnement qui est différent, est-ce qu'à ce moment-là, un Syndergaard pourrait devenir, tu sais, le futur Max Scherzer? J'en doute, mais je veux dire, tu sais, il y a quand même un... il y a l'étoffe, il y a le physique est là, la vélocité, l'endurance. Il y a un paquet de choses qui est en sa faveur. Oui, il a déjà eu du succès à New York. Il n'y a pas de raison pour laquelle Syndergaard... Oui, mais c'est compliqué, les Mets, Alain. Il y a toujours quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire pour tourner ça à l'envers du côté des Mets, puis alléger tout ce qui se passe autour de cette organisation-là, mais c'est toujours compliqué. Ajouter ça à ça, toutes les rumeurs qui ont entouré le gérant Mickey Callaway, ça, j'imagine que ça n'a pas aidé non plus. Bien, c'est clair. Bon. C'est peut-être la section avec les Nationals puis les Mets, là, où, en tout cas... C'est une grande déception, je vous dirais, en ce moment, là, le rendement de ces 2 équipes-là que tu viens de mentionner. Là, moi, je m'attendais vraiment à une lutte à 4 équipes. Je suis pas convaincu de ça, là, même. Il reste encore beaucoup de baseball à jouer, mais je penche un peu de ton côté. C'est une lutte à 2 qui, Quentin, est en train de se décider. Là. Dans l'américaine, on n'a pas beaucoup parlé des Angels, sinon quand on parle de Mike Trout, avec raison, qui demeure le meilleur joueur du baseball majeur. Et là, Justin Upton revient au jeu. Ça peut sembler négligeable, mais il n'a pas joué encore cette saison.
J'ai vu quelques matchs des Angels. On était prudent avec Mike Trout et on se disait, et je sais que tu as fait la remarque à un moment donné, ce serait temps qu'il revienne pour donner un peu de protection. Ouais. Ça, c'était avant qu'Ohtani revienne avec l'équipe. Là, maintenant, tu vas avoir Ohtani, tu vas avoir Trout, un Pujols qui va frapper son circuit de temps en temps. C'est pas négligeable, la venue d'Upton. Est-ce que les Angels pourraient se faufiler parmi les équipes prétendantes à une place dans des séries? Bien, écoute, Alain, ils sont 2 matchs sous la barre des 500 du côté des Angels. Et il y a quelque chose là. Parce que, bon, évidemment, Goodwin avait connu un très bon début de saison en remplacement de Upton. Bon, ça a parlé un petit peu. C'est surtout... Au niveau de la moyenne au bâton, ça paraît bien. C'est 289. Mais la production en termes de puissance, elle est moins là, ce que Upton va vous donner. C'est un vrai bon frappeur, là, c'est un excellent frappeur. Alors là, soudainement, on change un peu la donne là, du côté de ce trio de frappeurs là, de puissance là, autour de Mike Trout. Et oui, il y a quelque chose qui peut changer. On est 8e dans la Ligue américaine là, du côté des Angels. Est-ce qu'avec la venue de Upton, qui, si la saison commençait aujourd'hui, qui est en santé, c'est un gars de 30-35 coups de circuit, Alain, c'est pas mêlant. Donc, c'est un gars qui est capable de vous donner pas mal de rendements intéressants. Combien de temps ça va lui prendre, par contre, avant de retrouver son synchronisme et tout ça? Est-ce qu'il sera trop tard? J'espère que non, parce que moi, j'avais placé les Angels dans la course cette année. C'est sûr que c'est pas encore toujours évident de jouer dans cette division ouest de la Ligue américaine. Non, cette année, c'est une des meilleures sections de tout le baseball majeur. Exactement. En raison de la tenue des Rangers du Texas. Les Rangers vont très, très bien. Les A's, ce sont les A's. Bon, évidemment, les Astros, vous comprendrez. Donc, c'est pas facile, mais c'est sûr que les Angels vont avoir une bien meilleure équipe avec lui dans la formation. Et c'est non négligeable de penser qu'il y a un gars qui peut protéger Mike Trout. Parce que Mike Trout, c'est le meilleur joueur au monde, se retrouve toujours sur les buts, mais est-ce qu'il a tant de points marqués que ça? Je pense qu'il est capable d'en marquer plus, compte tenu du fait qu'on n'est pas capable de l'amener au marbre. Donc, écoute, oui, Upton peut faire une différence fort intéressante. Et c'est extrêmement serré, Alain. Si tu joues pour 500 autour de la pause, match des étoiles, tu vas être donc dans la course. Et là, ça va dépendre de quel bord tu vas décider d'aller après la pause. Et combien d'anciens partants vont être capables de demeurer sur la butte pendant la... Heaney et Skaggs font partie de la rotation présentement. On fait appel à Bedrosian de temps en temps comme ouvreur. Certains sont rappelés et descendus, Tropeano, entre autres, et Barria. On n'a pas d'as là, au sein de la rotation des Angels. Par contre, on commence... Écoute, Alain, les Angels, là, au cours des 5 dernières années... Il n'y a pas un lanceur partant qui a réussi à avoir 30 départs dans une saison. Tout le monde était blessé. Là, on a semblé stabiliser un peu cet aspect-là. Il y a un jeune qui s'est joint, Griffin Canning. Exactement. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on peut peut-être changer notre programme aussi de façon de faire, parce qu'à un moment donné, il y avait pas mal de lanceurs blessés dans cette organisation-là, même pas juste au niveau des ligues majeures, même au niveau des ligues mineures. Fait qu'à un moment donné, il y a peut-être un changement qui s'est fait qui fait en sorte que là, on va peut-être avoir des joueurs un peu plus en santé. Là. C'est toi qui me disais que lors du dernier repêchage, on a mis l'accent chez les Angels. On a repêché que des lanceurs. Dans les premières rondes? Non, je pense que c'est les 12 ou 15 premières rondes. C'était que des lanceurs là, du côté des Angels ou à peu près. On a besoin de bras, ça, c'est sûr. Si on les a choisis, il faudrait regarder là, du niveau universitaire. Ça veut dire que dans 2 ans, c'est pas utopique de penser qu'il y en a un ou deux qui pourraient graduer dans le baseball majeur. Là, Marc, on va parler de stratégie. Et quand on a parlé un peu des sujets là, pour ce balado, je voulais qu'on parle un peu de certaines choses parce que lors de nos reportages, je te dirais particulièrement là, au cours des 2-3 dernières semaines, on a eu quelques matchs serrés et je sentais que ça te chatouillait de voir les gérants qui ne tentaient pas de certains trucs, que ce soit l'amorti, que ce soit particulièrement, je te dirais, le court et frappe ou le frappe et court. Bref, ce sont des stratégies qui sont en train de prendre le bord. Ça envoie une instruction, clairement. Mais moi, je pense, Alain, que c'est une manière de contrer les défenses adaptées. Moi, je pense que si on commence à courir un petit peu plus, et là, je parle de court et frappe. Court et frappe, c'est quoi? C'est que le coureur est un coureur au premier, par exemple. Le coureur est en course. Le frappeur doit mettre la balle en jeu. Idéalement au sol, encore plus idéalement au champ opposé. Alors, tu me vois venir au champ opposé. Bon, le problème qu'on a avec ça actuellement, c'est que les fameux angles de launch angle, le fameux l'angle de contact, on fait en sorte qu'on veut soulever la balle. Donc, dans un court et frappe, tu ne veux pas soulever la balle parce que le gars est en course. Si tu lèves la balle, le gars, il faut qu'il applique les freins,
regarde la balle est où, retourne, il y a un risque de double jeu, bon, tout ça. Donc, il faut frapper la balle au sol. Mais les élans ne sont plus faits pour ce type de... et on force idéalement aux frappeurs d'aller au champ opposé, alors qu'on a une défense qui fait en sorte que tout le monde est du côté où le gars va tirer la balle. Donc, mais je pense que ça pourrait redevenir un aspect du baseball qui permettrait donc aux défenses de « Hey, on n'a peut-être pas le choix, là, ça court beaucoup. » C'est une protection, on s'élance, donc il faut absolument toucher à la balle. Si c'est une balle fausse, bien, écoute, on recommence, c'est terminé. Mais le nombre d'élans dans le vide, le fait qu'on veut soulever la balle, fait hésiter à ce moment-là les gérants d'aller avec ce genre de stratégie. Tu sais, Encarnacion vient de s'ajouter aux Yankees. Les Yankees, là, avec Stanton, on ne courra pas. Mais il y a un paquet d'équipes qui peuvent le faire, qui pourraient le faire et qui devraient le faire, selon moi. Je reviens aux amortis. Je sais que c'est pas très sexy. Le gars se retourne, dépose la balle. Mais de plus en plus, avec ces défenses adaptées, moi, je pense que ce serait un aspect du jeu qui devrait revenir. Moi, en tout cas, si j'étais joueur, j'en ferais 15-20 par jour. J'en déposerais 15-20 par jour. Puis à un moment donné, là, ça devient tannant que tu es toujours sur les sentiers. Même si tu n'as pas frappé un double, tu es sur les buts. Les deux joueurs que j'ai vus agir de la sorte, Mark Carpenter et Mike Moustakas, ce sont en saison régulière. Bien, en tout cas, moi, je pense que ça pourrait redevenir une stratégie, en fait, qui contrerait justement ces défenses adaptées. On semble très frileux. On est encore à attendre le fameux... Ah non, lui, là, c'est un bon frappeur de double. Ah, lui, c'est un bon frappeur de circuit. Il est bon. Tu sais, on a toujours une excuse. Mais écoute, puis tu sais, un joueur d'avant-champ, là, que le coureur est en course, là, puis tu sais, c'est pas facile. Là, tu te dis, OK, je vais pas arriver en retard au but, fait que je vais tricher un peu, je vais m'en aller au but. Le gars est en course, puis il frappe la balle au sol. Tu comprends, c'est que les joueurs sont rendus tellement bons en défense, il faut faire bouger un peu. Il faut trouver des manières de... Puis ça serait plus excitant, Alain. Ben oui. Parce qu'il y aurait plus de balles en jeu, des gars qui sont en course, une balle en jeu. Donc, quand il y a du mouvement, c'est le fun de voir. Il y a une réaction qui doit être immédiate de la défense. Il y a quelque chose, là. Écoute, c'est spectaculaire des coups de circuit, mais je veux dire, c'est rendu qu'on en a vu quoi? C'est quoi? 14 dans un match, là, à un moment donné, là? Bon, tu comprends ce que je veux dire? C'est que c'est le fun. Mais le baseball, ce qui est le fun, c'est des balles en jeu, des balles qui restent à l'intérieur du terrain. Et c'est là le danger. Parce que tu le sais comme moi, Alain, là, c'est qu'on voit, tu sais, c'est soit la longue balle, soit le retrait sur des prises, ou soit le but sur balle en ce moment. Il n'y a pas beaucoup entre ça, là. Il y en a, mais il n'y a pas une tonne. Le pourcentage descend. Bon, bien alors, il faudrait que le pourcentage revienne à ça. Mais moi, je dis ça, oui, parce que j'aimais ça dans le temps, mais je suis convaincu que ça pourrait être une arme qui pourrait contrer, pas pour tout le monde, mais pour certains joueurs qui subissent justement des défenses adaptées exagérées, de dire, hey, écoute, on va y aller avec un frappé court. Tandis qu'un court et frappe, c'est que là, le frappeur n'est pas obligé de s'élancer, puis on peut laisser le coureur voler le but. Alors, moi, je pense que c'est des aspects. Encore une fois, tu n'es pas obligé d'être un voleur de but qui est au premier but lorsque tu fais un frappé court. C'est un gars qui il doit s'assurer que le lanceur ne lance pas, évidemment, au premier but. C'est pas nécessairement un départ de vol de but parce qu'il sait que son frappeur va le protéger. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, une dizaine d'années, là, à 3 balles et une prise, là, souvent, là, le gars est en course. Puis le frappeur savait qu'il devait frapper. À 3-2, moins 2 retraits aussi, ça arrivait souvent. On voit plus ça. Non, combien de fois que tu vois un gars en course en ce moment à 3-1 ou même 3-2, moins 2 retraits? Tu sais, à moins que ce soit un vrai voleur de but, un Billy Hamilton, mais juste un bon coureur, on le voit plus. Oui, c'est le nombre de coups de circuit, moi, je pense. Toute cette analyse-là est exacte, là, Marc, mais je pense que c'est le nombre de coups de circuit. On ne veut pas risquer de perdre un point sur une tentative de vol. Parce qu'en raison du nombre de coups de circuit, c'est rendu, Marc, que le pourcentage de réussite d'un vol de but, pour que ce soit à niveau, tu n'es plus rendu à 2 sur 3, tu es rendu au-dessus de 70 pour que ça vaille la peine. Ah, puis je dirais même 75, là, mais... Tu sais, en raison du nombre de coups de circuit. Mais il y a des équipes qui adhèrent encore. On a vu, je pense que Tampa, c'est le plus bel exemple. Tampa Bay, on avait fait mention, là, c'est 6 frappeurs de 30 circuits au plus dont on s'est débarrassé au cours des 2 dernières saisons. Et on est peut-être l'équipe qui se rapproche le plus d'une équipe conventionnelle, là, présentement. Oui, puis en plus, eux font même des vols à retardement, qui est aussi en voie d'extinction. Mais j'aime ça, puis ça surprend des fois, là. Tu sais, le receveur, là,
c'est pas un voleur de but. Là. Il attrape la balle, se met sur ses genoux, relance la balle. Attrape la balle, se met sur ses genoux, puis à un moment donné, attrape la balle, met sur ses genoux. Whoop, le gars est en course, en retardement. Puis là, mais tu sais, les Rays le font. C'est à peu près la seule organisation qui est encore... Les Royals. Oui, c'est sûr, ils n'ont pas le choix, là, évidemment, les Royals, dans le style. Mais ils ont gagné la Série mondiale de cette façon-là. En faisant des choses de la sorte. On aurait dû l'envoyer au marbre. Mais tout ça pour dire que je pense que ça serait bon. En fait, il n'y a rien de mauvais qu'on en ait plus. Oui. Ça serait plus excitant. Ça serait plus... je pense que ça serait plus bénéfique pour les équipes de l'utiliser. On contrerait des défenses adaptées. Selon moi, il y a un paquet de facteurs qui confirment qu'on devrait... Évidemment, les aspects négatifs, c'est la longue balle, le launch angle, l'angle de contact et le fait qu'il y a beaucoup d'élan dans le vide. Mais justement, à un moment donné, il va falloir arrêter d'avoir tous ces élans dans le vide-là. Il va falloir mettre la balle en jeu. Il faut trouver le moyen. Moi, je pense que ça va revenir. Tant que le nombre de coups de circuit va augmenter, Marc, ça va être difficile. Oui, mais je pense quand même qu'éventuellement, Alain, on va... Tu sais, je regarde les Red Sox l'année dernière avec leur saison. Oui, ils en ont frappé des coups de circuit, là. Mais c'est pas l'équipe qui en a frappé le plus. On n'a pas carburé à juste ça. On a carburé à produire des points de mille et une façons. Oui. Avec de bons athlètes, là. Avec de bons athlètes. Oui. Ça complète notre balado cette semaine, mon cher Marc. J'en profite pour vous donner rendez-vous ce mercredi, alors qu'on va voir justement les Red Sox de Boston, les champions de la Série mondiale, contre une des équipes qui en frappe le plus de coups de circuit justement cette saison, les Twins du Minnesota, une des meilleures équipes dans le baseball majeur cette saison. C'est au Minnesota que le match aura lieu, donc on sera là à compter de 20h à RDS. J'espère que ce balado vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt.